J'avais juste une question, je vais résumer mon intervention en cette fin d'après-midi par juste une question vers Henri en fait. Henri, avez-vous trouvé à travers les différentes interventions des éléments de réponse aux questions que vous nous avez posées en début de présentation? Est-ce que vous avez trouvé de quoi rassurer vos utilisateurs dans l'usage d'applications mobiles? Est-ce que vous pensez qu'il y a une maturité aujourd'hui dans l'industrie, dans le développement d'applications et dans la prise en compte de ces risques-là? Et puis, bon, je répondrai à votre place pour la question des métiers. On voit qu'effectivement, à travers l'exposé de Generali, que le métier est très pressant aujourd'hui dans la digitalisation de l'entreprise. La numérisation, ça veut dire autre chose dans certaines entreprises. Donc, du coup, c'est vrai que le terme digital est approprié. Je sais que ça ne plaît pas aux puristes de la langue française, mais tant pis, on n'est pas à ça près. Donc, on a ces éléments de réponse ou pas On a vu qu'il y avait un certain nombre d'enjeux. Si on reste au niveau des stores d'applications, pour ce qui est du monde Android, c'est très bien, c'est ouvert, on peut analyser l'application, on peut faire du reverse engineering. Et là, a priori, on a du potentiel pour être aidé sur l'analyse des applications. Si on bascule sur le monde iOS, c'est nettement moins évident. Pour moi, il y a encore à évoluer en maturité, ou comment avoir un partenariat avec Apple pour qu'enfin on ait une reconnaissance des difficultés. Bon, on peut espérer. Il y a encore quelques années, Apple prétendait qu'il n'y avait aucun problème de virus sur leur plateforme macOS X. Peut-être que dans quelques temps, ils reconnaîtront qu'il y a des difficultés dans l'App Store. Après, pour ce qui est du développement des applications, un certain nombre de pistes ont été proposées. J'ai toujours cette question entre le coût du développement agile de cette application qui va être livrée en quelques semaines et le temps et les efforts qu'on va vouloir consacrer pour s'assurer de la sécurité et voire aller jusqu'à un test de pénétration. Donc il y a des pistes qui sont ouvertes et en fait, c'est une belle introduction à ce que Jean-Paul aurait dû présenter, c'est que nous allons continuer la réflexion au sein du CLUSIF. En fait, Jean-Paul va lancer un groupe de travail sur la sécurité des applications mobiles. Donc, nous pourrons continuer au sein du CLUSIF cette réflexion et continuer à élaborer des solutions. Merci. C'est vrai que c'est une réflexion en gestation depuis un moment. Jean-Paul, effectivement, va se proposer de lancer un groupe de travail sur ce sujet-là. Donc, ce sera l'occasion de... je poursuis et je prolonge ce que disait Henri. Effectivement, on vous invite à rejoindre le CLUSIF pour ceux qui ne seraient pas encore adhérents et ceux qui sont déjà adhérents de rejoindre le groupe de travail sur la sécurisation des applications mobiles. Peut-être des questions dans la salle? Pour répondre à la problématique du décalage entre le nombre de jours consacrés au développement et le nombre de jours qu'on peut consacrer on va dire, aux tests de sécurité, est-ce que ce ne sont pas aux entités sécurité de proposer, de développer, d'obtenir le budget pour développer les briques de sécurité à fournir directement aux développeurs agiles qui n'ont plus qu'à les utiliser? La brique d'authentification, la brique de stockage sécurisé, la brique de session permanente liée au téléphone, etc. Et donc, le développeur, lui, n'a pas à réinventer la roue et il utilise ces briques qui ont déjà été validées, testées et qui n'ont été testées qu'une fois. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que les applications mobiles, donc comme je disais, dans beaucoup de cas, vont se limiter aux usages et qu'on a aujourd'hui, d'un point de vue architecture, urbanisation du SI, des briques d'exposition des services métiers, du back-office, qui sont mis en œuvre. Aujourd'hui, notre sentiment, c'est qu'effectivement, les équipes sécurité sont présentes de manière hétérogène, on va dire ça comme ça, sur ces briques-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas justement sur ces frameworks qui sont mis à disposition les briques de sécurité suffisamment intégrées, de manière parcellaire. Voilà, dans notre processus, en fait, nous, on a de la difficulté à identifier des profils dans les équipes sécurité qui seraient capables d'accompagner, j'allais dire, jusqu'à ce niveau de détail les développeurs. La plupart des profils sécurité, généralement, ils viennent pas du monde du développement. Donc moi j'ai cette difficulté là. Globalement, je m'entoure de gens où je travaille avec des gens qui sont à l'architecture. Donc ils travaillent beaucoup plus effectivement sur l'ensemble des briques et sur la bonne conception de l'application, mais sur la partie sécurité, voire même le code même, sur ce qu'il faut mettre en termes de mesures de sécurité dans le code. Je rencontre des difficultés pour trouver les bons profils.
à tel point, même sur, nous, l'analyse de code est faite de façon automatique, avec effectivement la publication des résultats sur un portail qui met un certain nombre de bonnes pratiques à la disposition des développeurs qui sont chargés de corriger les failles qui sont identifiées. Malgré tout, il y a une explication de texte à donner. C'est-à-dire que c'est effectivement, si on prend le cas des recommandations WASP, c'est écrit quelquefois de façon tellement générique qu'il y a une difficulté à traduire par le développeur cette recommandation qui est générique au cas précis qui l'occupe. Juste une remarque par ici. Juste une petite remarque sur ça, parce que là, on parle de cycle agile et DevOps. Et de plus en plus, j'ai remarqué qu'on parlait de DevSecOps, c'est-à-dire qu'on inclut la sécurité dans le cycle de développement rapide. Et par exemple, AWS, j'ai eu la chance d'assister à une conférence à la RSA conférence faite par AWS sur leur façon de faire, puisqu'ils ont toutes les 11 secondes du nouveau code qui est sorti. Et ce qui se passe, c'est que dans leur schéma, dans leur process de développement, ils incluent la partie sécurité totalement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes sécurité dans l'équipe DevOps. Et à 3 ou 4 niveaux du circuit de développement, ils insèrent des audits ou des tests de sécurité sur le code qui est développé comme ça sur 10 à 20 jours ou même moins chez eux. Voilà, c'était simplement pour vous rajouter ça. Et que je pense qu'on peut retrouver la présentation sur le site de la RSA conférence. Ce serait effectivement l'idéal, mais malheureusement, on n'est pas AWS. Donc, j'allais dire, les profils que l'on a, effectivement, c'est des spécialistes d'abord de l'assurance, et effectivement, ou de l'architecture, et voire même effectivement quand on est sur de l'architecture, les problèmes de sécurité sont posés, mais pas forcément effectivement au niveau de détail du code. Bonjour, j'ai vu que, en fait, dans les différentes présentations, je pense surtout la dernière, la vôtre, vous séparez un peu tout ce qui est mobile de tout ce qui est application web. Alors que normalement, dans une démarche de sécurité ingénierie, de sécurité applicative, il vaut mieux développer une démarche globale, quel que soit le type d'application, qu'il soit web, qu'il soit classique, qu'il soit mobile. Et bien sûr, former les gens dans les différentes étapes, depuis l'analyse de risque, la modélisation des menaces, la formation des développeurs, jusqu'à la partie pénétration, test de pénétration, éventuellement tout ce qui est analyse dynamique une fois que l'application est mise en prod. Et ma question, en fait, je peux poser une question encore. Donc, ma question, moi, dans une présentation, j'ai vu qu'il y a une ABAC de 10 à 20 jours pour développer une application mobile. Je vois mal comment vous allez mettre en place la sécurité dans ce type d'application, avec un cycle aussi court. C'est très rapide. Donc, c'est impossible pour moi. Donc, en fait, merci. Il y a plusieurs éléments de réponse. Un, dans ce que je vois, moi, dans des entreprises, comme ce qui est fait, je crois, ce que j'ai cru comprendre, en tout cas chez Generali, on a bien des socles de back-office et de l'exposition des services qui sont utilisés par les applications, par les applications mobiles. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pas tous les mécanismes qu'on évoque, c'est pas de le mettre en place pour une application mobile, mais c'est de le mettre en place, réfléchir au niveau de l'entreprise, pour pouvoir effectivement, une fois qu'il y a une nouvelle application dans le cycle du 15 jours, elles ont à consommer ces services-là. Et donc, quand on va faire les vérifications, on va vérifier que elles consomment correctement les services par rapport au cahier des charges qui leur a été remis et la manière dont on leur a dit de consommer les services. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, par rapport au développement lui-même, je pense qu'effectivement, là, ce que vous avez fait dans les usines de développement, effectivement, permettent d'intégrer des contrôles de sécurité et que les développeurs soient conscients des faiblesses le plus tôt possible dans le cycle de développement. Et encore une fois, après, même si c'est court, et après pour moi l'effort qui est à mettre sur les tests, soit effectivement on est sur un développement très ponctuel de nouvelles impasses et on peut vérifier de manière automatisée qu'on a un socle de base, un niveau de sécurité minimum qui est atteint et qui est jugé acceptable pour la publication de manière automatisée. Soit on est sur des fonctions qui sont un peu plus touchy ou jugées un peu plus sensibles, et auquel cas, l'entreprise effectivement doit accepter de faire l'effort, d'aller un tout petit peu plus loin et de peut-être effectivement surconsommer parce qu'on juge qu'effectivement le risque porté par la fonction qui a été mise en œuvre est plus important.
En fait, effectivement, le cycle est très court sur les développements agiles. Alors aujourd'hui, on a deux problématiques, nous. Hein. Donc il y a à la fois les développements qui sont réalisés à l'extérieur et ceux qui sont réalisés chez nous. Donc pour les applications qui sont réalisées chez nous, le fait d'être intégré dans l'usine de dev, hein, je disais effectivement les développements Java, ils utilisent les mêmes IDE, enfin l'environnement de développement que ceux qui développent des applications web. Et à chaque check-in ou check-out des applications, check-in plutôt, effectivement, les applications le code est analysé. Donc, ce qui fait que, effectivement, même sur un cycle court, le code a un certain niveau de qualité. Après, la difficulté qu'il y a, c'est qu'effectivement, que côté équipe sécurité, on doit pouvoir aussi challenger le fait qu'on va vérifier, notamment faire le nettoyage, parce que l'analyse de code, énormément de faux positifs peuvent remonter. On doit être aussi rapide que les développeurs à pouvoir dire voilà ce que vous devez corriger en priorité et surtout effectivement éviter qu'arriver à la veille d'une mise en production et qu'on se retrouve avec des applications qui ont encore des vulnérabilités critiques. Alors vous pouvez effectivement mettre la règle que pas d'application en production s'il reste une vulnérabilité critique. Quand vous avez effectivement tout le métier qui vous demande toutes les minutes est-ce que c'est bon, il faut garder la tête froide. Ou ne pas répondre au téléphone ou fermer ses mails. Voilà. Puisqu'on a évoqué les problématiques de qualité dans les développements, ce que vous évoquiez, ce qui a été évoqué par ailleurs, n'a-t-on si peu appris du développement des applications web qu'on recommence à nouveau une nouvelle itération d'un cycle de développement de nouvelles technologies avec aussi peu de prise en considération de la sécurité? Parce que il y a 20 ans, on pourrait dire la sécurité c'est compliqué, ok, c'est un langage particulier, des concepts, etc. Mais aujourd'hui, quand même, on devrait avoir n'importe quel développeur qui parle DIC couramment. Sur les applis mobiles, en fait, on a deux. À mon sens, on a deux catégories de développeurs. On a le développeur Android, qui lui, aujourd'hui, à mon sens, est plus mature au niveau sécurité que le développeur iOS. Parce que le développeur iOS, la plupart du temps, c'est un petit gars qui était dans une agence digitale, qui a fait 2-3 applications qui font poète-poète pour, je dirais, des tas de clients de l'agence digitale qui faisaient des sites web, comme on était en 2000 en fait. Hein. Et il s'est dit, il y a plein d'argent à se faire, je vais me mettre à développer des applications mobiles. Or, le gars a pas forcément à la base la vraie compétence de développement orienté mobile. On voit encore, il y a une chose dont on n'a pas parlé et qu'on n'aborde pas dans un certain nombre de référentiels. Les applications mobiles, elles sont sur un mobile, ce qui veut dire qu'elles ont une batterie. Et on a encore beaucoup d'applications qui ne tiennent pas compte de cette capacité du device, c'est-à-dire que l'application surconsomme en CPU, surconsomme en RAM, surconsomme en disque, et au final, l'application elle te permet d'avoir le mobile qui est éteint au bout d'une heure quand tu as retiré la batterie, quand tu as retiré le câble. Donc il y a des tas de concepts comme ça qui viennent à mon sens de il suffit de regarder les annonces cherche développeur iOS 10 ans d'expérience. iOS ayant à peine 8 ans réellement, ça calme quoi. Donc je pense que sur le monde iOS on a ce problème-là. Après il y a aussi le déni, comme le disait Henri, de la part d'Apple de dire on est les meilleurs, on n'a pas de virus ou quoi que ce soit. Donc les développeurs de la plateforme qui encensent Apple sont à peu près sur le même mécanisme, disent on est les meilleurs du monde, voilà. Et à côté, sur Android, par contre, on a effectivement des développeurs. Moi, je rencontre plutôt des développeurs sur Android qui ont des connaissances de la sécurité parce qu'ils ont fait des applis web. On les a tannés avec des audits, on les a tannés avec des formations et tout ce qui va bien pour faire de la sécurité web. Et puis, ils viennent sur une application mobile. Alors, ils ont les connaissances, mais ils voient pas trop comment les appliquer. Tu vois ? Et oui, on devrait être aujourd'hui sur des gens qui sont sensibilisés, formés, etc. Mais je pense que, alors après, j'ai vu les mondes anglo-saxons, les mondes français. Je trouve que dans les mondes français, les développeurs sont quand même jeunes, hormis ceux qui font du COBOL, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut. Le COBOL, on l'enseigne plus trop. Je sais que c'est une ressource rare. Mais on a quand même des développeurs qui sont jeunes parce que une fois qu'on est développeur, on devient chef de projet. Une fois qu'on est chef de projet, on devient architecte. Une fois qu'on est architecte, on devient manager, directeur de projet, je sais pas. Enfin, tu sais, il y a une évolution comme ça. Alors que dans les mondes anglo-saxons, on va retrouver des vieux développeurs, des gens qui ont mon âge, qui développent encore. Il y a plus vieux.
Non mais voilà, ce que je veux dire, il y a ça aussi, et ça aide pas non plus. Et puis c'est vrai que dans les écoles aujourd'hui, la formation à la sécurité et du développement, c'est pas la priorité en fait. Donc l'un dans l'autre, tout ça fait qu'on va se retrouver effectivement avec des gens qui vont pas prendre en compte. Alors par contre, quand on a la chance de pouvoir avoir des équipes qui se basent sur des frameworks internes, sur une usine assez forte, qui a intégré probablement comme le fait Generali aujourd'hui des choses, ce type de développeurs, c'est pas très compliqué à les former à du développement mobile, parce que c'est juste soit un autre langage si on veut absolument faire de l'iOS, sinon on reste dans du Java et c'est l'utilisation de framework. Donc ces développeurs qui ont été formés sont vraiment une bonne population, et je pense que ça permettra d'avoir des applis plus matures en fait. Mais bon. Nous, quand on a commencé, on n'avait pas beaucoup de place quand on développait, on avait quelques mégas. On faisait de l'assembleur, on faisait un certain nombre de choses. On est quand même sur des applications, sur des petits joujoux qui sont mobiles avec des batteries qui tiennent pas longtemps. Je voulais savoir si, dans le cadre de l'évolution naturelle des choses, il n'était pas intéressant de remettre un peu les jeunes développeurs à l'assembleur. Si vous en trouvez, hein. Ça peut être rigolo, ouais. Oui, je suis pas certain qu'on en regarde beaucoup, après, si on leur parle d'assembleur. Il y a un sujet qui rejoint un peu ce que vous dites là, c'est que le mobile c'est rien, il suffit de regarder ce qui est fait sur les objets connectés. Ça c'est encore pire que tout. Parce que c'est vrai que aujourd'hui les mobiles commencent à avoir, on peut tout faire comme si on était sur un ordinateur portable normal, voire sur un serveur parfois. Et les objets connectés commencent à avoir de plus en plus de puissance. Et je pense que là on va vraiment rigoler. Enfin, si on peut dire qu'on va rigoler. Mais je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a ça aussi, c'est-à-dire que même sur les développements web, on s'aperçoit que les gens ne font même pas attention au nombre de librairies qu'ils vont embarquer, parce qu'ils ont, 64 gigas de RAM, 3 Tera de place de données, et puis vas-y que je te mets la librairie 1, la librairie 2, la 3, la 4 en 5 versions. Parce qu'il y a une équipe qui utilise ça, l'autre qui utilise ça, et sur le mobile, on en vient à la même chose, hein, faut pas se leurrer. Alors après, ça peut se contrôler. Il y a des solutions qui permettent d'éviter de trimballer 4 versions de la librairie, dont 5 vulnérables, des choses comme ça. Mais inculquer à des développeurs aujourd'hui que la RAM c'est cher, le CPU c'est cher et le disque c'est cher, ça devient très difficile. Ça devient de plus en plus difficile, en fait, parce que, ils sont dans la position d'un utilisateur lambda, c'est-à-dire ils ont la capacité d'avoir, soit chez eux sur leurs propres ordinateurs, soit sur leur smart mobile, autant de ressources qu'ils veulent. Enfin, pour eux, c'est pas cher. Donc, expliquer après, donc ils s'imaginent le fait d'être dans l'entreprise, on devrait avoir encore plus de ressources. Donc, effectivement, c'est pas du tout des choses qu'ils prennent en compte. À une certaine époque, effectivement. Je ne citerai pas laquelle, on demandait pour chaque développeur à avoir l'empreinte mémoire qu'avaient les objets qu'il devait manipuler. C'est des choses qui sont absolument plus du tout prises en compte aujourd'hui, d'autant plus avec Java qui est arrivé, avec le garbage collector magique, et maintenant effectivement on peut se retrouver avec des applications mal conçues avec des grappes d'objets qui montent en mémoire, et finalement pour une toute petite application on a sa taille x10 en mémoire. Moi, j'ai une dernière question, un dernier point autour de la garantie de la sécurité applicative, parce qu'on entend parler de formation, de respect des best practices WASP, et j'ai entendu parler d'automatisation, d'industrialisation des revues. Donc là, on parle dans des plateformes d'intégration continue, de mettre en place des outils de SAST, de contrôle d'audit d'applicatifs, donc les grands du marché. Hein. Est-ce que aujourd'hui, sur du mobile, on a la même maturité sur ces acteurs-là et ces outillages-là que sur les applications web? Parce que c'est pas mon ressenti de la couverture sur ces langages-là. Et est-ce qu'il faut compléter par une revue d'un expert systématique ou seulement quand on intervient une modification significative? Et en plus, j'entends beaucoup parler aujourd'hui d'AGL qui pousse, donc là avec le Croxamarine qui fait du C# pour aller pousser sur les 3 plateformes. Est-ce que ça va pas être une introduction dans un gain pour chercher un gain de temps en fait dans la production de l'application, d'introduction de nouvelles vulnérabilités? En fait, les nouveaux outils, c'est les WinDev, en fait, les nouveaux WinDev, quoi. Alors,
les WinDev, au sens large, pour le mobile aujourd'hui, faut savoir que c'est Apple qui sait détecter un certain nombre d'outils AGL parce que le code ressemble beaucoup et qu'ils le bannissent en fait. Donc ça c'est déjà un fait. Donc on a trouvé une solution, c'est de dire que l'éditeur comme Apple dit non, j'en veux pas. Alors après on trouve une solution pour le bypasser. Alors il est vrai que ces outils de production de code sont pratiques, très pratiques pour le développeur, mais au niveau de sécurité sont pas toujours très jolis. Je sais pas si certains d'entre vous ont audité du code WinDev. Ont déjà vu du code WinDev au niveau sécurité, c'est pas toujours très joli. Donc ces outils-là, ce sera exactement la même chose. Quant à ces outils de certification de type SAST, par exemple, alors j'en connais bien 2 du marché, particulièrement. Enfin, il y en a plus que 2, mais il y en a 2 importants que je connais bien. Ils n'ont pas le même mode de fonctionnement. On s'aperçoit que certains sont en retard parce que justement, ne serait-ce que Apple est passé d'Objective-C à Swift et l'outil ne supporte pas Swift, ou alors vient juste de le supporter, ou alors supporte une ancienne version d'iOS. D'autres vont être capables effectivement de plus facilement s'adapter. Sur les plateformes Android, on est sur du Java, les outils sont à mon sens aujourd'hui suffisamment matures. Sur la plateforme Windows, on est sur du .NET, je pense que c'est pas trop mal non plus, mais on va pas avoir, à mon avis, une meilleure couverture ou une plus mauvaise couverture sur Java et sur .NET en particulier. Hein. Je fais vraiment l'exception d'iOS, et il faudra quand même avoir des petits doigts bodinés avec la pizza et du coca qui viennent regarder le code. En tout cas, sur les ça vend du rêve, hein. L'audit de code, ça vend du rêve. Non, mais j'exagère, mais il faudra avoir quelqu'un qui fasse une modélisation des attaques, minimum, et qui dise, on va aller voir ce composant, parce que c'est le composant d'authentification ou de stockage des données, et celui-ci, parce que l'application doit sortir en 20 jours, et on n'a que 2 jours devant nous. À des gens parfois avec qui je discute, ils me disent combien de temps il faut pour faire une revue de code. Je dis entre 1 heure et 50 jours. Ça dépend du périmètre, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc sur une appli mobile qui va être développée en 10 à 20 jours en mode agile avec des AGL ou tout ce que vous voulez, on sera capable de caser peut-être 2 jours de revue de code manuelle en plus de la revue de code automatisée. Parce que la revue de code automatisée, elle va nous sortir des tas de choses, beaucoup de faux positifs, ça c'est vrai, quels que soient les outils. Et il y a une étude qui avait été faite par le NIST il y a quelques années qui disait que grosso modo on voyait que 40% des vulnérabilités si on prenait tous les outils d'audit. Donc il faut avoir tous les outils et non pas juste un seul. Et que le taux de recoupement de toute façon est très faible. Donc en soi-même les outils deviennent de plus en plus matures, mais ça n'empêchera pas de commander chez Domino's, parce qu'ils se sont fait hacker récemment, ou chez Pizza Hut, et puis chez Coca-Cola, des choses pour aider à revoir le code. Il n'y a pas le choix. À ce sens-là, je vous encourage de regarder la méthode d'audit de code de WASP qui vous explique réellement comment réduire le périmètre et arriver sur un code de 1 million de lignes de code, en faire une en 2 jours. Si vous avez un budget de 2 jours. Bien sûr, si vous avez 50 jours, vous pouvez prendre 50 jours.